C'est une nuit d'été étouffante en 1998, dans une petite maison de banlieue parisienne, où l'air vicié par l'humidité semble porter en lui les secrets les plus lourds. Au milieu de la cuisine, sous la lumière crue d'un néon qui grésille comme un avertissement, une porte de réfrigérateur s'ouvre avec un craquement sourd. À l'intérieur, nichés parmi les pots de yaourt périmés et les légumes flétris, des paquets enveloppés de papier journal, tachés de marques sombres et irrégulières. L'odeur âcre qui s'échappe n'est pas celle d'un repas oublié, mais quelque chose de bien plus primal, de bien plus humain. Une main tremblante fouille, et soudain un frisson glacé, un bout de chair pâle, un fragment d'os poli par une lame hésitante, révélé dans le froid artificiel qui devrait préserver la vie, mais qui ici ne fait que prolonger l'horreur. Ce n'est pas une scène de film d'horreur bon marché. C'est le début d'un cauchemar réel, celui de Marie-Louise, une femme ordinaire de 52 ans qui, dans un geste d'une froideur impensable, a transformé sa propre belle-mère en puzzle macabre, rangé comme un rebut domestique. Et le plus troublant, personne n'a rien vu venir. Pas un cri, pas une alerte, juste le bourdonnement monotone d'un appareil électroménager qui garde ses terribles secrets. Dès cette image gravée dans votre esprit, une vague d'émotions vous submerge. La peur viscérale de l'inattendu, tapie dans les recoins familiers de notre quotidien. L'intrigue vorace qui vous pousse à vous demander comment une vie banale peut basculer dans l'abîme. L'empathie poignante pour cette vieille dame, Élise, 78 ans, dont les derniers instants se sont dissous dans l'anonymat d'un frigo banal, et au-delà une horreur sournoise qui vous serre la gorge, parce que ce crime n'est pas un éclat de folie isolé. Il est le miroir déformant d'une tension familiale qui mijote en silence, prête à exploser. Vous sentez déjà le tunnel sombre s'ouvrir sous vos pieds. Un passage étroit où chaque pas révèle une couche plus profonde de mensonges, de rancunes enfouies et de silences complices. Qu'est-ce qui a pu pousser Marie-Louise, cette mère de famille discrète, employée de bureau aux ongles impeccables, à franchir la ligne? Était-ce la goutte d'eau d'une vie de brimade, ou y a-t-il un secret plus noir, un pacte tacite avec l'ombre qui hante les foyers les plus stables? Et si derrière ces murs minces, votre propre entourage cachait des fractures similaires, prêtes à se fissurer à tout moment? Mais attendez, car ce que vous ignorez encore, c'est le rebondissement qui ébranle tout, une lettre jaunie, découverte des mois plus tard, qui suggère non pas un acte impulsif, mais un plan ourdi avec une précision glaçante, impliquant peut-être d'autres ombres familiales. Une vérité si enfouie qu'elle remet en question la justice elle-même. Comment punir ce qui semble inévitable, fruit d'une lente érosion de l'âme humaine? Ces questions vous rongent déjà. Qui protège vraiment les plus vulnérables dans nos nids familiaux empoisonnés? Et si le mal n'était pas un monstre extérieur, mais une graine plantée dans le terreau de nos proximités les plus intimes? Restez avec moi, car seule la fin de cette histoire lèvera le voile sur ces énigmes, vous laissant peut-être avec une méfiance nouvelle envers le cliquetis rassurant de votre propre réfrigérateur. Cette affaire, qui a secoué la France entière en 1998, nous confronte à la fragilité extrême de la morale. On croit les liens du sang indestructibles, mais ils peuvent se tordre en chaînes invisibles, étouffant l'humanité en nous. L'esprit humain, si imprévisible, oscille entre tendresse et terreur, nous rappelant que derrière chaque sourire de courtoisie se tapit une vulnérabilité absolue face au mal qui sommeille. N'importe qui, vous, moi, notre voisine, pourrait être le prochain à craquer sous le poids des non-dits. C'est cette universalité qui rend ce crime si poignant. Il n'est pas l'exception, mais le murmure d'une possibilité tapie en chacun. Et maintenant, pour plonger plus profond dans ce gouffre ensemble, je vous invite à interagir. Laissez un j'aime sous cette vidéo. En le faisant, vous aidez à propager cette lumière dans l'ombre, permettant à d'autres âmes curieuses de découvrir ces recoins sombres et inavoués des crimes qui hantent notre mémoire collective. Partagez ce geste simple pour que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, ne reste pas confinée aux archives poussiéreuses. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase qui scellera votre engagement. Je suis prêt à découvrir la vérité cachée. Ces mots ne sont pas anodins. Ils vous lient à nous, à cette communauté d'explorateurs intrépides qui osent sonder ce que la société préfère taire. En les tapant, vous devenez l'un des nôtres, un gardien de mystère, connecté émotionnellement à Élise, à Marie-Louise, et à tous ceux qui cherchent des réponses dans le chaos humain. Bravo déjà pour ce courage. Vous avez choisi de ne pas détourner le regard, de rejoindre cette quête impitoyable de la vérité qui nous définit en tant qu'êtres pensants. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé,
qui changera à jamais ta vision de l'esprit humain. Dans cette maison de banlieue, rue des Lilas, à Cergy, tout semblait figé dans une normalité presque oppressante. Les volets verts impeccablement alignés, les haies taillées au cordeau, les vélos d'enfants abandonnés sur la pelouse jaunie par l'été 1998. La maison de Marie-Louise et de son mari, Bernard, était un modèle de routine. Des dîners à 19 heures précises, des factures payées à temps, des sourires polis échangés avec les voisins. Mais derrière cette façade, un malaise diffus s'était installé, comme une tache d'humidité qui s'étend sur un mur. Élise, la belle-mère de Marie-Louise, vivait avec eux depuis 3 ans, depuis que son arthrose l'avait rendue trop frêle pour rester seule dans son appartement de Saint-Denis. À 68 ans, Élise était une présence constante, une silhouette voûtée aux cheveux gris impeccablement noués, toujours assise dans le vieux fauteuil à carreaux du salon, un tricot entre les mains. Mais ses mots, souvent tranchants comme des éclats de verre, avaient une manière de s'enfoncer dans l'air, de laisser des marques invisibles sur ceux qui les recevaient. Marie-Louise, 52 ans, était une femme que tout le monde décrivait comme fiable. Employée de bureau dans une petite société d'assurance, elle passait ses journées à trier des dossiers, à répondre à des appels avec une voix douce mais mécanique, à cocher des cases sur des formulaires. Elle rentrait chaque soir, posait son sac à main sur le buffet et s'affairait en cuisine, un sourire crispé aux lèvres. Bernard, son mari, chauffeur de bus, semblait satisfait de cette vie sans vague, ponctuée par les matchs de foot du samedi et les bières fraîches du vendredi soir. Leur fils unique, Julien, 22 ans, venait de quitter le foyer pour ses études à Lyon, laissant un vide que personne n'osait nommer. Et puis, il y avait Élise. Élise, avec son regard perçant, ses remarques sur le ménage mal fait, sur les plats trop salés, sur les choix de vie de Marie-Louise qu'elle jugeait toujours pas à la hauteur de son fils. Ses piques, distillées jour après jour, étaient comme des gouttes d'eau sur une pierre, imperceptibles au début, mais capables de creuser des abîmes avec le temps. Ce soir-là, le 12 juillet 1998, la France entière vibrait encore de la victoire en Coupe du Monde. Mais dans la maison de la rue des Lilas, l'ambiance était lourde, presque irrespirable. Marie-Louise était rentrée plus tard que d'habitude, un dossier urgent l'ayant retenue au bureau. Elle avait trouvé Élise dans la cuisine, penchée sur une casserole de soupe qu'elle remuait avec une moue désapprobative. « Tu devrais apprendre à mieux organiser ton temps, ma fille », avait lâché Élise sans lever les yeux. Bernard mérite mieux que de manger à des heures pareilles. Ces mots, banals en apparence, étaient tombés comme une allumette sur un tas de brindilles sèches. Marie-Louise n'avait rien répondu. Elle avait simplement serré les lèvres, attrapé un couteau pour couper des légumes et laissé le silence s'installer. Un silence chargé d'une tension qu'aucune des deux femmes ne voulait briser. Bernard, affalé devant la télévision, n'avait rien remarqué. Il ne voyait jamais rien. Ou peut-être choisissait-il de ne rien voir. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce soir-là, quelque chose avait changé en Marie-Louise. Ce n'était pas une explosion de rage ni un cri de révolte. C'était plus subtil, plus terrifiant. Une décision froide, presque mécanique, qui s'était formée dans un recoin de son esprit, là où les humiliations répétées s'étaient accumulées, comme des feuilles mortes dans un caniveau. Elle avait regardé le couteau dans sa main, son éclat sous la lumière du néon, et une pensée avait germé, d'abord floue, puis d'une clarté effrayante. Élise, avec ses jugements incessants, n'était pas seulement une belle-mère envahissante, elle était devenue un obstacle, une voix qui résonnait dans chaque doute, chaque insécurité de Marie-Louise. Et si cette voix pouvait être réduite au silence? Pas par la colère, non, mais par un acte méthodique, calculé, comme on résout un problème administratif. Le lendemain matin, Bernard était parti au travail comme d'habitude, saluant sa mère d'un vague « À ce soir, maman », avant de claquer la porte. Marie-Louise, elle, avait pris un jour de congé, prétextant une migraine. Élise était restée dans son fauteuil, tricotant avec cette lenteur exaspérante qui semblait défier le temps lui-même. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale et du bourdonnement discret du réfrigérateur dans la cuisine. Ce son, anodin pour quiconque, allait bientôt devenir le gardien d'un secret inimaginable. Car ce que Marie-Louise s'apprêtait à faire n'était pas seulement un crime, c'était une rupture avec tout ce qu'elle avait été, une plongée dans une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Et pourtant, tout avait commencé si simplement, si banalement, dans cette cuisine où les couteaux étaient toujours bien aiguisés et où les placards sentaient encore le propre. Le matin du 13 juillet 1998,
La maison de la rue des Lilas semblait suspendue dans une quiétude presque irréelle. Le soleil filtrait à travers les rideaux à motifs floraux, projetant des ombres dansantes sur le carrelage usé de la cuisine. Marie-Louise, vêtue d'un tablier bleu impeccable, préparait du café, le geste mécanique, presque hypnotique. L'arôme des grains moulus se mêlait à l'odeur persistante de l'eau de Javel qu'elle avait utilisée la veille pour récurer le plan de travail. Élise, fidèle à son habitude, était déjà installée dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, comme le métronome d'une routine immuable. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air était différent. Une tension palpable, un calme qui semblait attendre l'orage. Marie-Louise, debout près de l'évier, fixait le couteau à désosser qu'elle avait laissé sur le comptoir après avoir préparé le dîner la veille. La lame soigneusement aiguisée semblait capter chaque rayon de lumière comme un signal discret, une invitation à l'irréparable. Elle avait passé la nuit à tourner et retourner dans son lit, le sommeil fuyant comme un voleur. Les paroles d'Élise, « Bernard mérite mieux », résonnaient encore, mais elle n'était plus seule. Elle se mêlait à des souvenirs plus anciens. Les remarques d'Élise sur sa façon d'élever Julien, sur sa carrière sans ambition, sur sa silhouette qu'elle jugeait négligée. Chaque mot accumulé depuis 3 ans était comme un poids supplémentaire sur une balance déjà prête à basculer. Mais ce n'était pas seulement la cruauté d'Élise qui pesait, c'était aussi l'indifférence de Bernard. Son silence complice face aux critiques de sa mère, son absence émotionnelle qui laissait Marie-Louise seule à porter le fardeau de cette cohabitation toxique. Et puis, il y avait cette autre pensée plus insidieuse, qui s'était glissée dans son esprit au fil des mois. Élise, avec ses économies soigneusement mises de côté, son petit appartement à Saint-Denis qu'elle refusait de vendre, représentait une liberté financière que Marie-Louise n'avait jamais osé rêver, une liberté qui pourrait tout changer. Vers 10 heures, Élise se leva péniblement, s'appuyant sur sa canne pour rejoindre la cuisine. Elle voulait son thé, comme chaque matin, préparé avec une précision qu'elle exigeait sans jamais dire merci. « Pas trop fort, Marie-Louise. Tu sais que je ne supporte pas quand c'est ta mère, » lança-t-elle, son ton mêlant reproche et habitude. Marie-Louise hocha la tête, les mains serrées autour de la poignée de la bouilloire. Elle versa l'eau chaude dans la tasse, les volutes de vapeur montant comme un écran entre elle et sa belle-mère. Mais son regard glissa à nouveau vers le couteau. Une idée, née dans la chaleur de la veille, avait pris racine, solidifiée par une nuit sans sommeil. Ce n'était plus une pensée abstraite, mais un plan. Un enchaînement d'actions aussi claires que les colonnes de chiffres qu'elle alignait chaque jour au bureau. Elle n'agissait pas sous le coup de l'émotion, but with a coldness that frightened her almost as much as it calmed her. « Élise, vous devriez vous asseoir. Je vais vous apporter votre thé. » dit Marie-Louise, sa voix d'une douceur inhabituelle. Élise, surprise par ce ton, obéit sans un mot, s'installant à la table de la cuisine. Ce fut le dernier moment de normalité dans cette maison. Ce qui suivit ne fut pas un éclat de violence chaotique, mais un acte méthodique, presque chirurgical. Marie-Louise, après avoir posé la tasse devant Élise, s'approcha par derrière, le couteau dissimulé dans le pli de son tablier. Un geste rapide, précis, un mouvement qu'elle avait peut-être répété mentalement des dizaines de fois dans l'obscurité de sa chambre. Élise n'eut pas le temps de crier. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement troublé par le goutte-à-goutte de la bouilloire mal fermée et le bourdonnement incessant du réfrigérateur, témoin muet de l'impensable. Marie-Louise ne paniqua pas. Elle s'attendait à ressentir de la peur, de la culpabilité, une vague d'adrénaline qui la ferait trembler. Mais rien ne vint. Elle se tenait là, debout, le couteau toujours dans la main, regardant le corps inerte d'Élise comme on regarde un problème enfin résolu. Elle savait que Bernard rentrerait tard vers 20 heures, après son service. Elle avait du temps. Avec une efficacité presque mécanique, elle traîna le corps vers la salle de bain, où elle avait déjà préparé des sacs poubelles épais et du ruban adhésif. Ce qu'elle fit ensuite défiait toute rationalité, mais était empreint d'une logique froide. Elle découpa Élise, morceau par morceau, avec la précision d'une femme habituée à organiser, à ranger, à faire disparaître le désordre. Chaque fragment fut enveloppé dans du papier journal, soigneusement scellé puis placé dans le réfrigérateur, là où personne n'irait fouiller. Le congélateur trop petit ne suffisait pas. Le réfrigérateur, avec ses compartiments bien ordonnés, devint le gardien temporaire de son secret. Quand Bernard rentra ce soir-là, la cuisine était immaculée. Marie-Louise, en train de réchauffer une soupe, lui sourit comme à son habitude. « Ta mère est partie rendre visite à sa cousine à Orléans », dit-elle, la voix neutre.
Bernard haussa les épaules, trop fatigué pour poser des questions. La maison reprit son rythme comme si rien ne s'était passé, mais dans l'ombre du réfrigérateur, derrière les pots de moutarde et les restes de légumes, les paquets attendaient, silencieux, comme une bombe à retardement prête à exploser au moindre faux pas. Les jours qui suivirent le 13 juillet 1998 s'étirèrent comme un fil tendu à se rompre dans la maison de la rue des Lilas. Marie-Louise se leva chaque matin avec une précision d'horloge, préparant le petit déjeuner pour Bernard, avant qu'il ne parte pour son service de bus. Le café fumant dans les tasses, les tranches de pain grillées alignées sur l'assiette, tout était en place, comme si le monde n'avait pas basculé. Mais dans la cuisine, le réfrigérateur continuait son bourdonnement monotone. Un rappel constant de ce qui se cachait derrière sa porte blanche émaillée. Marie-Louise évitait d'ouvrir le compartiment principal autant que possible, optant pour des repas simples, des sandwichs achetés au supermarché du coin, des salades préparées à la hâte. Bernard, distrait par la routine de son travail et les échos persistants de la victoire française en Coupe du Monde, ne remarqua rien d'anormal. Il posait parfois une question distraite sur sa mère. « Elle rentre quand, maman ?» Et Marie-Louise répondait avec un haussement d'épaule. Bientôt, elle a dit qu'elle prolongeait un peu. Sa cousine est ravie de la voir. Bernard acquiesçait, soulagé peut-être d'une maison plus calme, sans les commentaires incessants d'Élise. Pourtant, sous cette apparence de normalité, Marie-Louise sentait une pression monter, comme l'air dans une cocotte minute. Elle passait ses journées seule, feignant des migraines pour éviter le bureau, prétextant un besoin de repos. Les voisins, habitués à la discrétion de la famille, ne s'inquiétaient pas. Madame Leclerc, la retraitée d'en face, avait bien vu Élise pour la dernière fois le 12 juillet, tricotant près de la fenêtre, mais elle n'y pensa plus. Marie-Louise, elle, repensait sans cesse à ce matin fatidique, à la tasse de thé refroidissant sur la table, au corps qu'elle avait manipulé avec un détachement qui la hantait maintenant. Ce n'était pas du remords, pas exactement, plutôt une curiosité morbide pour sa propre capacité à compartimenter, à ranger les événements comme des dossiers dans un classeur. Elle se surprenait à observer le réfrigérateur, imaginant les paquets enveloppés, leur contenu préservé par le froid, comme si le temps lui-même était suspendu à l'intérieur. Le 15 juillet, un mercredi, Marie-Louise décida qu'il était temps d'agir. Elle ne pouvait pas garder les paquets indéfiniment. L'odeur, bien que contenue pour l'instant, risquait de trahir son secret. Elle sortit dans le jardin sous prétexte de jardiner et creusa un trou discret derrière le buisson de roses qu'Élise avait tant critiqué. Trop sauvages, ces fleurs. Il faut les dompter. Le sol était sec, durci par la chaleur estivale, et elle suait sous le soleil, la pelle entamant la terre avec un bruit sourd qui résonnait dans sa poitrine. Elle enterra 2 paquets ce jour-là, les couvrant de terre et de pierre, replantant quelques fleurs par-dessus pour masquer le tout. Le soir, quand Bernard rentra, elle lui servit un dîner frugal, évitant son regard, craignant qu'il ne lise dans ses yeux l'ombre de ce qu'elle avait fait. Mais il mangea en silence, les yeux rivés sur le journal, commentant vaguement les nouvelles du jour. Marie-Louise se demanda si son mari avait toujours été si distant, ou si c'était elle qui avait changé, qui voyait maintenant les fissures dans leur mariage comme des abysses. Les nuits étaient les pires. Allongée à côté de Bernard, qui ronflait paisiblement, Marie-Louise fixait le plafond, l'esprit tourbillonnant de scénarios. Et si Julien appelait, demandant à parler à sa grand-mère? Et si la cousine d'Élise, cette vague parente qu'elle n'avait pas vue depuis des années, décidait de vérifier? Elle avait choisi Orléans au hasard, un lieu distant, mais maintenant cela lui semblait une erreur grossière. Elle se levait parfois au milieu de la nuit, descendait à la cuisine sur la pointe des pieds, ouvrait le réfrigérateur pour vérifier. La lumière froide illuminait les paquets restants, nichés parmi les bouteilles de lait et les œufs. Elle refermait la porte avec un frisson, se convainquant que tout était sous contrôle. Mais une pensée nouvelle germait. Ce n'était pas seulement Élise qu'elle avait éliminée, c'était une partie d'elle-même. La femme patiente, effacée, qui avait supporté les brimades sans broncher. À sa place émergeait une version plus froide, plus calculatrice qui planifiait déjà les prochaines étapes. Le 17 juillet, un appel téléphonique brisa la monotonie. C'était Julien. Depuis Lyon, sa voix joyeuse contrastant avec l'atmosphère lourde de la maison. « Comment va mamie ?» demanda-t-il innocemment. Marie-Louise, le combiné serré dans la main, improvisa. « Elle est chez sa cousine, tu sais, pour se changer les idées. Elle t'embrasse. » Julien rit, parla de ses examens, de sa vie étudiante. Marie-Louise écoutait, un sourire forcé aux lèvres,
mais son cœur battait la chamade. Après avoir raccroché, elle s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes. Pour la première fois, une pointe de doute la traversa, non pas sur l'acte lui-même, mais sur sa capacité à maintenir le mensonge indéfiniment. Elle pensa à l'appartement d'Élise à Saint-Denis, vide depuis 3 ans mais toujours à son nom. Peut-être pourrait-elle y aller, simuler un retour, inventer une disparition là-bas. L'idée la réconforta, lui donnant un nouveau plan, une nouvelle couche à son édifice de tromperie. Pendant ce temps, la France continuait sa vie, indifférente à ce drame domestique. Les rues de Cergy bruissaient de conversations sur les vacances à venir. Les enfants jouaient dans les parcs, les marchés regorgeaient de fruits d'été. Marie-Louise sortait faire les courses, saluait les commerçants d'un signe de tête, achetait des journaux pour envelopper d'autres paquets si besoin. Elle se surprenait à observer les gens, se demandant si, derrière leur sourire, ils cachaient eux aussi des secrets inavouables. Cette attente, ces jours suspendus, la transformait subtilement, la rendant plus vigilante, plus isolée. Bernard, sentant peut-être un changement, tenta une fois de l'approcher, posant une main sur son épaule. « Tu vas bien, ma chérie? Tu sembles fatiguée. » Elle se dégagea doucement. « C'est rien, juste le boulot. » Le mensonge glissait de ses lèvres, avec une facilité déconcertante, renforçant son sentiment de détachement. Le 20 juillet, elle enterra 2 autres paquets dans le jardin. Cette fois sous le vieux pommier qu'Élise avait planté des années plus tôt. La terre était plus meuble là, et le travail fut plus rapide. En rentrant, elle nettoya méticuleusement la cuisine, effaçant toute trace, même imaginaire. Le réfrigérateur, allégé de son fardeau, semblait moins menaçant. Mais Marie-Louise savait que ce n'était qu'une illusion. Le secret était toujours là, enfoui dans le sol, dans son esprit, attendant le moment où il ressurgirait. Et ce moment approchait. Elle le sentait, comme un orage qui gronde au loin. Le 21 juillet 1998, la maison de la rue des Lilas semblait reprendre une apparence de normalité, mais c'était une façade fragile, comme une vitre fendue prête à voler en éclats. Marie-Louise continuait ses routines avec une précision obsessionnelle. Elle pliait le linge, passait l'aspirateur, répondait aux appels du bureau avec une voix qui ne tremblait pas. Pourtant, chaque geste était calculé, chaque sourire un masque. Le réfrigérateur, désormais presque vidé de son terrible contenu, ne contenait plus qu'un dernier paquet, soigneusement rangé derrière une boîte de margarine. Elle l'avait gardé non par négligence, mais par une sorte de superstition inexplicable, comme si jeter ce dernier fragment d'Élise serait admettre pleinement ce qu'elle avait fait. Dehors, le jardin portait les marques de ses travaux nocturnes. Le buisson de roses semblait plus touffu, le vieux pommier un peu plus penché sous le poids de la terre remuée. Mais aux yeux de tous, la maison restait un havre ordinaire, un îlot de banlieue paisible. Marie-Louise sentait pourtant le poids de ses mensonges s'alourdir. Bernard, bien que toujours distrait, commençait à poser des questions plus insistantes. « Tu as eu des nouvelles de maman ?»« Elle n'a pas appelé ?» demandait-il, le front plissé en beurrant ses tartines le matin. Marie-Louise, les mains occupées à laver la vaisselle, répondait d'un ton léger « Elle m'a laissé un message hier, elle profite bien à Orléans. » Mais les mots sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Bernard hochait la tête, mais elle surprenait parfois son regard, un éclat de doute qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Était-il vraiment aussi aveugle qu'elle l'avait cru? Ou commençait-il à sentir que quelque chose clochait? Cette pensée la rongeait, creusant un sillon d'inquiétude dans son esprit méthodique. Le 23 juillet, un incident vint ébranler son fragile équilibre. En rentrant des courses, elle trouva Madame Leclerc, la voisine curieuse, en train de tailler ses rosiers près de la clôture mitoyenne. « Tiens, Marie-Louise, je ne vois plus Élise ces jours-ci », lança la vieille femme avec un sourire innocent. « Elle va bien ?» Marie-Louise sentit son estomac se nouer, mais elle répondit avec un calme étudié. « Oh, elle est partie voir sa cousine à Orléans. Elle avait besoin de changer d'air. » Madame Leclerc hocha la tête, mais son regard s'attarda un instant de trop, comme si elle cherchait à percer un voile. Ce soir-là, Marie-Louise ne dormit pas. Elle se demanda si la voisine avait remarqué la terre fraîchement remuée sous les roses, ou si son imagination lui jouait des tours. Elle décida qu'il était temps de finaliser son plan, de faire disparaître les dernières traces, avant que le hasard ou la suspicion ne la rattrape. Le lendemain, elle prit le train pour Saint-Denis, l'appartement d'Élise comme destination. La clé, qu'Élise gardait toujours dans un vieux porte-monnaie en cuir, était encore dans son sac à main, oublié sur une étagère du salon. L'appartement était un petit 2 pièces au 3e étage d'un immeuble défraîchi, sentant la poussière et le renfermé.
Marie-Louise y entra comme une voleuse, les rideaux tirés pour éviter les regards indiscrets. Elle passa la journée à créer une mise en scène. Une valise ouverte sur le lit, quelques vêtements d'Élise éparpillés, un mot griffonné sur un carnet. Partie à Orléans, de retour bientôt, laissé bien en vue sur la table de la cuisine. Elle voulait que, si quelqu'un venait poser des questions, l'histoire tienne debout. Elle nettoya les lieux, effaçant ses propres empreintes, puis rentra à Cergy avant la tombée de la nuit, le cœur battant mais l'esprit étrangement clair. Le dernier paquet, toujours dans le réfrigérateur, devint une obsession. Elle ne pouvait plus le garder, mais l'idée de l'enterrer comme les autres lui semblait insuffisante. Elle songea à la Seine. À quelques kilomètres de là, un lieu où les courants pourraient emporter ce qu'elle voulait oublier. Le 25 juillet, tard dans la nuit, elle prit sa voiture, un vieux break Peugeot qui grinçait à chaque virage. Le paquet, enveloppé dans plusieurs couches de sacs plastiques, était posé sur le siège passager comme un compagnon silencieux. Elle roula jusqu'à un pont isolé, loin des réverbères et des regards. Sous la lueur pâle de la lune, elle laissa tomber le paquet dans l'eau noire, écoutant le plouf étouffé avant de remonter en voiture, les mains tremblantes pour la première fois depuis des jours. En rentrant, elle nettoya le véhicule de fond en comble, comme si l'odeur du crime pouvait s'accrocher au tapis. Mais un détail la hantait. Une lettre qu'Élise recevait chaque mois, une correspondance administrative concernant une pension de retraite. Si elle cessait d'être encaissée, quelqu'un finirait par poser des questions. Marie-Louise, anticipant ce problème, avait déjà commencé à intercepter le courrier, imitant la signature d'Élise sur les formulaires. Elle se découvrait une aptitude à la ruse, une capacité à tisser un réseau de tromperies avec la même minutie qu'elle mettait à classer ses dossiers au bureau. Pourtant, chaque mensonge ajouté renforçait un sentiment d'isolement. Elle ne parlait plus à ses collègues, évitait les invitations des voisins, s'enfermait dans une bulle où elle seule connaissait la vérité. Même Julien, lorsqu'il appelait, semblait distant, comme si une intuition le mettait en garde. Le 27 juillet, un nouvel élément vint compliquer son échafaudage. En fouillant dans les affaires d'Élise pour compléter sa mise en scène à Saint-Denis, elle avait trouvé une boîte en fer cachée sous une pile de linge. À l'intérieur des lettres, des photos, et un carnet rempli d'une écriture serrée, celle d'Élise. Les premières lignes qu'elle lut firent monter une sueur froide dans son dos. Ce n'était pas un journal intime, mais une sorte de testament, ou plutôt une confession, où Élise parlait de secrets familiaux, de rancunes anciennes et d'une promesse faite à Bernard des années plus tôt. Marie-Louise referma la boîte, le souffle court, incapable de lire davantage ce soir-là. Elle la cacha dans un tiroir de son bureau, déterminée à y revenir plus tard. Mais une question la tourmentait. Élise savait-elle quelque chose qui aurait pu justifier ce qui lui était arrivé? Ou pire, Bernard était-il impliqué d'une manière qu'elle n'avait pas soupçonnée? Le doute, comme une fissure dans une digue, menaçait de tout emporter. La découverte de la boîte en fer changea tout pour Marie-Louise. Le 28 juillet 1998, alors que la chaleur estivale pesait toujours sur Cergy, elle s'enferma dans la petite pièce qui lui servait de bureau, un espace exigu où elle rangeait ses factures et ses vieux agendas. La boîte rouillée au coin reposait sur la table, son contenu semblant murmurer des vérités qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre. Elle avait attendu que Bernard parte au travail, son départ marqué par le claquement habituel de la porte d'entrée et le ronronnement de sa vieille Renault s'éloignant dans la rue. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du bourdonnement lointain du réfrigérateur, désormais vide de tout secret tangible. Mais la boîte, avec ses lettres et son carnet, était une nouvelle menace, une clé vers un passé que Marie-Louise avait peut-être sous-estimé. Elle ouvrit la boîte avec précaution, comme si elle craignait qu'un serpent en jaillisse. À l'intérieur, les lettres étaient soigneusement pliées, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes, toutes adressées à Élise. Il y avait aussi des photos. Élise plus jeune, posant fièrement avec un Bernard adolescent, un sourire rare sur son visage sévère, une autre plus ancienne, montrant Élise aux côtés d'un homme que Marie-Louise ne reconnut pas dans un décor champêtre des années 60. Mais c'était le carnet qui attira son attention. Ces pages, remplies de l'écriture nerveuse d'Élise, semblaient vibrer d'une urgence contenue. Marie-Louise s'assit, le cœur battant, et commença à lire, ses doigts tremblant légèrement à chaque page tournée. Le carnet n'était pas un simple journal. C'était un récit décousu, un mélange de souvenirs, de griefs et de confessions.
Élise y parlait de son mariage avec le père de Bernard, un homme autoritaire mort dans un accident de voiture en 1975. Elle décrivait sa solitude après sa mort, son obsession pour protéger Bernard, son unique enfant, de tout ce qu'elle percevait comme une menace. Mais ce qui glaça Marie-Louise fut une entrée datée de 1995, peu après qu'Élise emménage avec eux. « Marie-Louise n'est pas celle qu'elle prétend être », écrivait Élise. « Elle cache quelque chose, je le vois dans ses yeux. Bernard ne m'écoute pas, mais je sais, elle n'est pas digne de lui. Et cette histoire qu'elle raconte sur son passé, sur sa famille, je ne la crois pas. J'ai écrit à quelqu'un pour en savoir plus. » Cette phrase, vague mais menaçante, fit naître une panique sourde en Marie-Louise. Qui Élise avait-elle contacté? Et que soupçonnait-elle? Les pages suivantes révélaient une obsession croissante. Élise notait des détails sur les allées et venues de Marie-Louise, ses appels téléphoniques, ses dépenses. Elle mentionnait une lettre reçue en 1996, confirmant un secret sur le passé de Marie-Louise, mais sans donner de détails précis. « Je ne dirai rien à Bernard pour l'instant », écrivait Élise. « Mais s'il doit savoir, je m'assurerai qu'il comprenne qui il a épousé. » Marie-Louise referma le carnet, le souffle court. Elle n'avait jamais parlé de son passé à Bernard, pas vraiment. Elle avait grandi dans un village des Ardennes, un endroit qu'elle avait fui à 18 ans après une dispute familiale dont elle n'avait jamais révélé les détails. Elle avait toujours présenté cela comme une simple querelle, mais Élise, avec son instinct aiguisé, avait-elle creusé plus loin? Avait-elle découvert quelque chose que Marie-Louise avait enterré depuis des décennies? Cette révélation bouleversa son plan. Jusqu'à présent, elle avait agi avec une froideur méthodique, convaincue que ses mensonges tiendraient. Mais si Élise avait partagé ses soupçons avec quelqu'un, un ami, un parent éloigné, ou pire, un notaire, son absence prolongée risquait d'attirer l'attention. Marie-Louise passa la journée à fouiller la boîte, cherchant des indices sur cette mystérieuse correspondance. Elle trouva une enveloppe sans adresse, contenant une note manuscrite. « Merci pour les informations, je garde ça pour le bon moment. » Pas de signature, pas de destinataire. La peur qu'elle avait réussi à tenir à distance s'infiltra comme une ombre. Elle brûla la note dans l'évier, regardant les flammes consumer le papier, mais le carnet, elle le garda. Il était trop dangereux pour être détruit, mais trop compromettant pour être laissé au hasard. Le lendemain, 29 juillet, elle retourna à l'appartement de Saint-Denis. Elle voulait s'assurer que rien là-bas ne pourrait la trahir. En fouillant les tiroirs d'Élise, elle trouva un vieux carnet d'adresses, rempli de noms qu'elle ne connaissait pas. L'un d'eux, M. Dubois, avocat, attira son attention. Était-ce l'homme qu'Élise avait contacté? Marie-Louise nota son numéro, hésitant à appeler, puis se ravisa. Chaque action, chaque contact, augmentait le risque. Elle décida plutôt de renforcer sa mise en scène. Elle ajouta un billet de train pour Orléans, daté du 13 juillet, acheté à la hâte dans une gare et glissé dans la valise d'Élise. Elle laissa aussi un message sur le répondeur de l'appartement, imitant la voix d'Élise avec une précision troublante. « Je suis bien arrivée. Tout va bien, je vous rappellerai bientôt. » Elle espérait que cela suffirait à détourner les soupçons. De retour à Cergy, elle sentit Bernard plus distant. Il rentrait plus tard, parlait moins, ses yeux s'attardant parfois sur elle avec une intensité nouvelle. Lors d'un dîner, il lâcha, presque nonchalamment. « Tu sais, maman n'a jamais aimé voyager. C'est bizarre qu'elle reste si longtemps à Orléans. » Marie-Louise sentit un frisson glacé. « Elle avait besoin de repos, » répondit-elle, évitant son regard. Mais le doute dans la voix de Bernard était comme un fil qui se resserrait autour d'elle. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas maintenir l'illusion indéfiniment. Le carnet d'Élise, toujours caché dans son bureau, semblait pulser comme un cœur vivant. Un rappel que les secrets, même enfouis, finissent toujours par remonter à la surface. Le 30 juillet 1998, la tension dans la maison de la rue des Lilas était devenue palpable, comme un orage qui s'amasse sans éclater. Marie-Louise, assise à la table de la cuisine, fixait le carnet d'Élise qu'elle avait sorti de son tiroir caché. Les pages, avec leur encre légèrement délavée, semblaient la défier, la forçant à affronter des vérités qu'elle avait longtemps évitées. Elle avait passé la nuit précédente à relire des passages, cherchant des indices sur ce secret que sa belle-mère avait découvert. Les mots d'Élise, si accusateurs, résonnaient dans son esprit. Des allusions à un passé trouble dans les Ardennes, à une famille qu'elle avait quittée sans explication, à des lettres échangées avec un détective privé engagé en 1996. Élise avait noté des détails précis, un nom, un village, une date, qui faisaient remonter des souvenirs que Marie-Louise avait enfouis sous des couches de routine et de déni.
Elle n'était pas seulement une victime de brimade, elle était devenue, aux yeux d'Élise, une intruse, une femme avec un bagage sombre qui menaçait l'équilibre familial. Bernard rentra plus tôt ce jour-là, sa casquette de chauffeur encore sur la tête, les traits tirés par une fatigue qui n'était pas seulement physique. Il s'assit en face d'elle sans un mot et posa son regard sur le carnet ouvert. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il enfin, sa voix basse, presque un murmure. Marie-Louise sursauta, refermant le carnet d'un geste brusque. « Rien, juste des vieilles notes que ta mère a laissées. » Mais Bernard n'était pas dupe. Ses yeux, habituellement fuyants, étaient maintenant fixés sur elle avec une intensité qui la déstabilisa. « Tu mens, Marie. Depuis des jours, tu es étrange. Et maman, elle n'appelle pas. Elle n'écrit pas. C'est pas normal. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, créant des ondes qui se propageaient dans la pièce. Marie-Louise sentit son pouce accélérer, mais elle maintint son masque. Elle est à Orléans, je te l'ai dit. Peut-être qu'elle profite du calme. Pourtant, Bernard secoua la tête, se levant pour arpenter la cuisine. J'ai appelé la cousine ce matin. Elle n'a pas vu maman depuis des années. Elle ne savait même pas qu'elle était censée venir. Le sol sembla se dérober sous Marie-Louise. Elle avait sous-estimé son mari. Son apparente indifférence n'était qu'une façade, tout comme la sienne. Il se tourna vers elle, les poings serrés. « Qu'est-ce qui se passe, Marie ? Où est ma mère ?» La question plana, lourde de soupçons accumulés. Marie-Louise, piégée, opta pour une demi-vérité. « Elle est partie, Bernard. Elle voulait du temps pour elle. Peut-être qu'elle est allée ailleurs. » Mais ces mots sonnaient creux, et Bernard s'approcha, attrapant le carnet. Il l'ouvrit au hasard, lisant une page où Élise décrivait ses doutes sur le passé de Marie-Louise. « C'est quoi, ça ? Maman pensait que tu cachais quelque chose ?» La confrontation qu'elle avait redoutée sans l'anticiper si tôt éclata comme une bulle. Marie-Louise arracha le carnet de ses mains, les larmes montant aux yeux pour la première fois depuis des semaines. « Ta mère me haïssait, Bernard. Elle passait son temps à me critiquer, à fouiller dans ma vie. Elle voulait nous séparer. » Bernard recula choqué. « Séparer ? Elle t'aimait bien, au fond. C'était sa façon d'être. Mais là, c'est pas la question. Dis-moi la vérité. » Marie-Louise hésita, son esprit tourbillonnant. Elle pouvait tout avouer. Laisser le poids s'alléger, mais une partie d'elle, cette nouvelle version froide et calculatrice, la retenait. Au lieu de cela, elle choisit de contre-attaquer. « Et toi, tu n'as jamais rien vu, rien dit. Tu l'as laissé me rabaisser jour après jour. Peut-être que c'est toi qui as un secret. » Avec ces promesses qu'elle mentionne dans son carnet. Bernard pâlit, s'asseyant lourdement. Des promesses ? Quelles promesses ? Marie-Louise, sentant qu'elle avait touché un nerf, feuilleta le carnet jusqu'à une entrée datée de 1980, où Élise parlait d'un pacte avec son fils. Bernard m'a promis de toujours me protéger, de ne jamais me laisser seul. Il sait ce que j'ai sacrifié pour lui. Bernard détourna le regard, murmurant « C'était rien, juste des mots d'enfant. Maman était possessive, c'est tout. » Mais Marie-Louise pressa l'avantage. Possessive au point de détruire notre mariage, elle cherchait des preuves contre moi. Elle engageait des détectives. Elle voulait te convaincre que j'étais pas digne. Bernard secoua la tête, mais le doute s'insinuait en lui, fissurant sa certitude. La discussion s'envenima. Des voix haussées traversant les murs minces de la maison, mais sans alerter les voisins habitués au calme du quartier. Ce soir-là, après que Bernard soit sorti pour prendre l'air, Marie-Louise fouilla les affaires de son mari, cherchant des preuves de sa propre implication. Dans un vieux portefeuille rangé au fond d'un tiroir, elle trouva une lettre pliée datée de 1997, d'Élise à Bernard. « Mon fils, je t'en prie, écoute-moi. Marie cache un passé sombre, une affaire de famille, un abandon. J'ai les preuves. Pense à Julien, à notre lignée. » La lettre était non envoyée, comme si Élise avait hésité, mais elle confirmait les craintes de Marie-Louise. Son propre secret. Une dispute violente avec son père qui l'avait forcée à partir, laissant derrière elle un frère qu'elle n'avait jamais mentionné. Élise l'avait découvert, et maintenant Bernard risquait de l'apprendre. Elle brûla la lettre dans la cheminée, les flammes dansant comme des ombres accusatrices. Les jours suivants, la maison devint un champ de mines. Bernard appelait des cousins éloignés, vérifiait les gares, mais sans alerter la police, pas encore. Marie-Louise, feignant l'inquiétude, suggéra « Peut-être qu'elle est retournée à Saint-Denis sans nous dire. » Bernard accepta, et ils prirent la voiture pour l'appartement. Là, la mise en scène tint bon. La valise, le mot, le message sur le répondeur.
Bernard écouta la voix imitée de sa mère, les larmes aux yeux. « C'est parti sans nous. »« Pourquoi ?» Marie-Louise posa une main sur son épaule, murmurant. Peut-être qu'elle en avait marre de nous, mais intérieurement elle savait que le doute persistait, une fissure qui s'élargissait, menaçant de révéler tout l'édifice de ses mensonges. Le 2 août 1998, la maison de la rue des Lilas semblait s'être figée dans une tension muette, comme si chaque objet, chaque recoin, portait le poids des secrets qui s'accumulaient. Marie-Louise vivait désormais dans un état de vigilance constante, ses sens aiguisés par la peur croissante d'être découverte. Bernard, depuis leur dispute, s'était muré dans un silence pesant, ses regards lourds de questions qu'il n'osait plus formuler à voix haute. Il passait de longues heures dehors, soi-disant pour son travail, mais Marie-Louise le soupçonnait d'enquêter de son côté. Elle le surprenait parfois à fouiller dans les tiroirs du salon, à vérifier le répondeur, à scruter les vieux albums photos comme s'il cherchait un indice, une trace de sa mère. La maison, autrefois un refuge de routine, était devenue une prison où chaque mot, chaque geste, risquait de faire s'effondrer l'édifice fragile de ses mensonges. Le carnet d'Élise, toujours caché dans le tiroir de son bureau, était devenu une obsession. Chaque soir, après que Bernard s'était endormi, Marie-Louise le sortait relisant les passages qui l'accusaient. Une entrée datée de janvier 1997 la hantait particulièrement. J'ai trouvé un vieil article de journal dans les archives de la bibliothèque. Une disparition dans les Ardennes. Une jeune fille impliquée, jamais retrouvée. Le nom de Marie-Louise y figurait. Elle croit que personne ne sait, mais je sais. Ces mots étaient comme une lame plantée dans son esprit. La disparition à laquelle Élise faisait référence n'était pas un crime, mais un scandale familial. À 18 ans, Marie-Louise avait fui après une violente altercation avec son père, un homme colérique qui l'avait accusé d'avoir causé la ruine de leur famille, en refusant un mariage arrangé. Elle avait laissé derrière elle un frère cadet, gravement malade, qu'elle n'avait jamais revu. L'article exhumé par Élise mentionnait une enquête sans suite, mais il suffisait à semer le doute sur son passé. Si Bernard le découvrait, il pourrait remettre en question tout ce qu'il savait d'elle. Le 4 août, un événement inattendu vint précipiter les choses. Une lettre arriva adressée à Élise, portant le cachet d'un cabinet d'avocats à Paris. Marie-Louise, interceptant le courrier comme elle le faisait depuis des semaines, l'ouvrit avec des mains tremblantes. La lettre signée d'un certain maître Dubois mentionnait un rendez-vous manqué. « Madame, vous n'avez pas répondu à notre dernière convocation concernant la mise à jour de votre testament. Veuillez nous contacter au plus vite. » Marie-Louise sentit son sang se glacer. Un testament? Élise ne lui avait jamais parlé d'un tel document. Mais le carnet mentionnait vaguement une promesse à protéger Bernard et Julien. Et si Élise avait prévu de déshériter Marie-Louise, ou pire, de révéler son passé dans un document officiel? Elle passa la journée à peser ses options, envisageant de contacter l'avocat en se faisant passer pour Élise, mais le risque était trop grand. Au lieu de cela, elle brûla la lettre, comme elle l'avait fait avec les autres, et rédigea une réponse brève, imitant l'écriture d'Élise. « Je suis en voyage. Je vous rappellerai à mon retour. » Mais Bernard devenait de plus en plus imprévisible. Le 5 août, il rentra avec un air inhabituellement déterminé, posant un sac de voyage sur la table de la cuisine. « Je vais à Orléans demain », annonça-t-il sans préambule. « Je veux vérifier par moi-même. »« Quelque chose ne va pas, Marie. Je le sens. » Marie-Louise, prise de court, tenta de garder son calme. « Tu ne crois pas que tu exagères? Elle t'appellera quand elle sera prête. » Mais Bernard secoua la tête, ses yeux brillant d'une colère contenue. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Cette histoire de cousine, c'est du vent. Et ce carnet? Pourquoi tu le caches ?» La question la frappa comme un coup. Elle nia, bien sûr, mais son cœur battait à tout rompre. Bernard partit le lendemain matin, laissant la maison dans un silence oppressant. Seule Marie-Louise décida qu'il était temps de faire disparaître les dernières traces. Elle retourna dans le jardin, sous le couvert de la nuit, pour vérifier les endroits où elle avait enterré les paquets. La terre sous le pommier semblait intacte, mais sous le buisson de roses, elle remarqua des traces de piétinement comme si quelqu'un avait marché là. Était-ce Bernard, Madame Leclerc avec sa manie de jardiner, ou simplement un animal errant? La panique monta, mais elle se força à rester méthodique. Elle renforça le camouflage, ajoutant des pierres et des plantes pour masquer les zones suspectes. Puis elle prit une décision radicale. Elle devait quitter Cergy, au moins temporairement, pour brouiller les pistes. Elle prépara un sac, prétendant un voyage impromptu pour rendre visite à une vieille amie à Lille. Elle laissa un mot à Bernard. « Besoin de quelques jours pour me ressourcer.
Je reviens vite. » Avant de partir, elle fit un dernier arrêt à l'appartement de Saint-Denis. Là, elle ajouta des touches finales à sa mise en scène. Une facture payée à moitié, un journal daté du 13 juillet laissé ouvert sur la table, comme si Élise était partie en hâte. Mais en fouillant une dernière fois, elle trouva un autre indice troublant, une photocopie d'un acte notarié, datant de 1997, où Élise léguait son appartement à Julien, avec une clause stipulant que Marie-Louise n'aurait aucun droit dessus. Une note manuscrite attachée au document disait « Pour protéger mon petit-fils des erreurs de son père ». Cette phrase cryptique suggérait qu'Élise soupçonnait non seulement Marie-Louise, mais aussi Bernard d'un manquement quelconque. Était-ce lié à cette promesse mentionnée dans le carnet? Marie-Louise emporta le document, le glissant dans son sac, déterminée à le détruire plus tard. En rentrant à Cergy, elle trouva Bernard de retour, plus tôt que prévu. He was in the living room, his face set, holding a phone bill he had found in the mail. « Pourquoi il y a des appels à Saint-Denis, Marie? Tu m'as dit qu'elle était à Orléans. » La question, posée d'un ton glacial, marqua le début d'une confrontation qu'elle ne pouvait plus éviter. Les murs de la vérité, qu'elle avait si soigneusement construits, commençaient à s'effriter, et derrière eux se profilait une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le 6 août 1988, la maison de la rue des Lilas semblait au bord de l'implosion. Bernard, debout dans le salon, brandissait la facture téléphonique comme une arme, ses yeux brillants d'une colère mêlée de désespoir. « Explique-moi, Marie, » répéta-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Ah, c'est... Pourquoi des appels à Saint-Denis? Pourquoi tu mens ?» Marie-Louise, figée près de la table, sentit le poids de ces semaines de dissimulation s'effondrer comme un château de cartes. Elle avait cru pouvoir contrôler la situation, tisser un réseau de mensonges assez dense pour étouffer la vérité, mais Bernard, avec son regard accusateur, venait de couper le dernier fil. Elle posa les mains sur le dossier d'une chaise, cherchant à gagner du temps, mais son esprit tournait à vide. Chaque mot qu'elle prononcerait maintenant risquait de la condamner. « Je ne mens pas », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Bernard s'avança, la facture froissée dans sa main. « Alors pourquoi tu évites mes questions? Pourquoi tu caches ce carnet? Et pourquoi maman n'est toujours pas rentrée ?» Il fit un pas de plus, et pour la première fois, Marie-Louise perçut une menace dans sa posture, une rage contenue qui contrastait avec l'homme passif qu'elle avait toujours connu. Elle recula instinctivement, cherchant une échappatoire. « Bernard, écoute-moi. Ta mère, elle est partie à Saint-Denis, d'accord? Peut-être qu'elle a changé d'avis, qu'elle n'est pas à Orléans. » Mais les mots sonnaient faux. Et Bernard secoua la tête, un rictus amer aux lèvres. « Tu crois que je suis idiot? J'ai vérifié l'appartement hier. » Il y avait son sac, ses affaires, mais pas elle. Et ce message sur le répondeur, ce n'est pas sa voix. Le cœur de Marie-Louise s'arrêta un instant. Elle avait cru son imitation parfaite. Mais Bernard, avec son lien intime à sa mère, avait décelé la supercherie. Elle tenta une dernière esquive. « Tu es fatigué, Bernard. Tu imagines des choses. Laisse-moi appeler là-bas, je vais vérifier. » Mais il l'interrompit, attrapant son bras. « Non, on va à la police, maintenant. » Ces mots, prononcés avec une détermination froide, firent basculer quelque chose en elle. Elle se dégagea, les larmes montant malgré elle. « Tu ne comprends pas, Bernard. Ta mère me détruisait. Elle fouillait dans ma vie. Elle voulait me faire passer pour une criminelle. » Bernard la fixa interloqué. « Une criminelle? De quoi tu parles? » C'est alors qu'elle commit l'erreur. Dans un élan de panique, elle mentionna le carnet. Elle écrivait sur moi, sur mon passé, des choses qu'elle n'avait pas le droit de savoir. Elle voulait te monter contre moi. Bernard plissa les yeux. « Ton passé? Quel passé ?» Marie-Louise se tut, comprenant qu'elle en avait trop dit. Mais il était trop tard. Bernard attrapa son sac, où elle avait glissé le carnet après sa dernière lecture. Il le sortit, feuilletant les pages avec une frénésie croissante. Une disparition dans les Ardennes. Un article. C'est quoi ça, Marie? Tu as fui quelque chose? Elle tenta de reprendre le carnet, mais il le tint hors de portée, lisant à voix haute des passages accusateurs. Chaque mot semblait resserrer un étau autour d'elle. La dispute dégénéra, leur voix résonnant dans la maison silencieuse. Marie-Louise, acculée, tenta de reprendre le contrôle en jouant sur la culpabilité de Bernard. « Et toi, alors? Pourquoi tu ne m'as jamais défendu? Tu savais qu'elle me haïssait, qu'elle me traitait comme une moins que rien. Tu l'as laissé faire. » Bernard vacilla, mais sa colère l'emporta. « Ne change pas de sujet. Où est ma mère? » À cet instant,
Un bruit extérieur les interrompit. Un coup à la porte. C'était Madame Leclerc, la voisine. L'air inquiet. « Tout va bien ?» J'ai entendu crier. Marie-Louise, saisissant l'opportunité, se recomposa un visage calme. « Tout va bien, Madame Leclerc, juste une discussion animée. » Mais la vieille femme, son regard perçant, sembla hésiter avant de repartir. Ce bref répit donna à Marie-Louise une idée désespérée. Elle devait détourner Bernard, gagner du temps. « D'accord, » dit-elle, feignant la capitulation. « Allons à Saint-Denis ensemble tout de suite. On vérifiera tout. » Bernard, méfiant mais épuisé, accepta. Ils prirent la voiture, un silence tendu entre eux. À l'appartement, la mise en scène de Marie-Louise tint bon sous le regard scrutateur de Bernard. Le billet de train, le mot griffonné, les vêtements éparpillés. Mais alors qu'il inspectait la cuisine, il remarqua une odeur étrange, un relent chimique qu'il ne parvenait pas à identifier. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, ouvrant les placards. Marie-Louise, le cœur battant, improvisa. « Peut-être un produit de nettoyage que j'ai utilisé. » Mais Bernard, de plus en plus suspicieux, insista pour fouiller davantage. C'est alors qu'un détail infime trahit tout. Dans un coin du salon, sous un tapis, Bernard trouva une boucle d'oreille en argent, un bijou qu'Élise portait toujours. « Elle ne l'aurait jamais laissé ici, » dit-il, sa voix tremblante. Elle y tenait trop. Il se tourna vers Marie-Louise, le visage déformé par une prise de conscience. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Dis-le-moi ou je vais à la police ce soir ?» Marie-Louise, dos au mur, sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle pouvait nier, fuir ou affronter, mais une partie d'elle, épuisée par les semaines de tension, voulait en finir. « D'accord, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « Je vais tout te dire. Mais pas ici, rentrons. » De retour à Cergy, dans le salon sombre, elle commença à parler, évitant les détails les plus accablants. Elle admit qu'Élise était partie après une dispute, qu'elle avait peut-être pris une décision radicale, mais elle ne mentionna pas le réfrigérateur, ni le jardin, ni la scène. Bernard écoutait, les poings serrés, ses yeux oscillant entre incrédulité et douleur. « Tu l'as laissé partir, sans rien dire ?» Marie-Louise hocha la tête, priant pour qu'il s'arrête là. Mais Bernard, brisé, murmura « Je vais appeler la police demain. On ne peut pas continuer comme ça. » La nuit qui suivit fut la plus longue de sa vie, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un compte à rebours vers l'inévitable. Le 7 août 1998, l'aube se leva sur la maison de la rue des Lilas comme un voile grisâtre, filtrant à travers les rideaux tirés, projetant des ombres longues et distordues sur les murs du salon. Marie-Louise n'avait pas fermé l'œil de la nuit, assise dans le fauteuil qu'Élise occupait autrefois, les mains crispées sur les accoudoirs usés. Le tic-tac incessant de l'horloge murale semblait compter les minutes jusqu'à l'inévitable, chaque seconde résonnant comme un accusateur silencieux. Bernard, lui, avait dormi d'un sommeil agité sur le canapé, son visage marqué par des rides nouvelles, creusé par le doute et la douleur. Il se réveilla avec un sursaut, ses yeux rougis posés immédiatement sur elle, comme si elle était une étrangère dans sa propre maison. « C'est aujourd'hui, Marie », murmura-t-il, sa voix rauque, brisée par l'émotion. « Je vais appeler la police. Mais avant, dis-moi tout. La vérité cette fois. » Marie-Louise sentit un froid l'envahir, plus glacial que celui du réfrigérateur qui bourdonnait toujours dans la cuisine. Un rappel muet de son acte. Elle avait passé la nuit à peser ses options, à imaginer des scénarios fous, fuir, inventer une histoire plus élaborée, ou même accuser Bernard d'une complicité imaginaire. Mais face à son regard implorant, quelque chose en elle céda, une digue fragile qui retenait un torrent de confessions. Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « D'accord, Bernard, assieds-toi, c'est plus terrible que tu ne l'imagines. » Il obéit, s'installant en face d'elle, les mains jointes comme pour une prière, attendant les mots qui changeraient tout. Elle commença lentement, sa voix un filet hésitant remontant aux racines de sa rancune. Elle parla des années de cohabitation avec Élise, des remarques insidieuses qui avaient érodé son estime d'elle-même, des silences de Bernard qui l'avaient isolée dans sa souffrance. « Elle me voyait comme une ennemie, » dit-elle, les yeux baissés. Elle fouillait dans mon passé, engageait des détectives pour prouver que j'étais indigne de toi. Elle voulait me chasser, nous séparer. Bernard l'interrompit, la voix tendue. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Marie ? Où est-elle » Elle déglutit, sentant les larmes monter, mais elle continua, décrivant ce matin fatidique du 13 juillet, la tasse de thé, le couteau dans sa main, pas de détails graphiques, juste les faits nus, froids, comme un rapport administratif. Je ne voulais pas, mais elle m'a poussé à bout. Et ensuite, j'ai paniqué.
J'ai rangé dans le réfrigérateur pour gagner du temps. Puis le jardin, la scène. Bernard recula comme si elle l'avait frappé. Son visage blêmissant, un hoquet étouffé s'échappant de sa gorge. Mon Dieu, Marie, tu l'as. Il ne put finir, se levant d'un bond, arpentant la pièce comme un animal en cage. Les larmes coulèrent sur ses joues, mélange de chagrin et d'horreur. Comment as-tu pu? C'était ma mère. Marie-Louise se leva à son tour, tendant une main qu'il repoussa. Elle nous détruisait, Bernard, toi et moi, notre vie ensemble. Et toi, tu ne voyais rien. Tu la protégeais, toujours elle. Il s'effondra sur le sol, les épaules secouées de sanglots, murmurant des mots incohérents, des souvenirs d'enfance mêlés à des accusations. La maison semblait rétrécir autour d'eux, les murs se refermant comme un piège. Pendant des heures, ils restèrent là, dans ce salon chargé de fantômes, à déverser des années de non-dits. Marie-Louise avoua tout, les paquets enveloppés, les enterrements nocturnes dans le jardin, les mensonges à Julien, les imitations de voix, les lettres brûlées. Chaque révélation était comme une pierre ajoutée à un cairn funèbre, construisant un monument à leur déchéance. Bernard, entre deux crises de larmes, posait des questions précises, presque mécaniques, comme s'il cherchait à comprendre l'incompréhensible. « Pourquoi le réfrigérateur ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Parce que c'était pratique, froid, discret ?» répondit-elle, horrifiée par sa propre froideur. Il secoua la tête, murmurant « Tu es devenu un monstre ». Ces mots la transpercèrent, mais elle ne contesta pas, acceptant enfin le miroir que Bernard lui tendait. À midi, un appel de Julien brisa le silence. Bernard décrocha, sa voix feignant une normalité qu'il n'avait plus. « Tout va bien, fiston. » « Ta grand-mère » On s'en occupe. Après avoir raccroché, il se tourna vers Marie-Louise, les yeux durcis. « Je ne peux pas le couvrir, Marie. Pas pour toi, pas pour nous. La police doit savoir. » Elle hocha la tête résignée, sentant un étrange soulagement l'envahir. Plus de mensonges, plus de vigilance épuisante. Bernard composa le numéro du commissariat, sa main tremblante sur le combiné. « Allô? Oui, je voudrais signaler une disparition. » « Et peut-être plus. » Les mots sortirent, hésitant au début puis en un flot inarrêtable, entraînant Marie-Louise dans le tourbillon de la justice. Les heures suivantes furent un blur de sirènes, d'uniformes, de questions incisives. Les policiers arrivèrent rapidement, notant les déclarations de Bernard, observant Marie-Louise avec une neutralité professionnelle qui la glaça. Elle répéta son histoire, guidant les enquêteurs vers le jardin où des chiens renifleurs confirmèrent vite ses aveux. La terre remuée sous le pommier et les roses révéla ses secrets enfouis, tandis que des plongeurs furent envoyés à la Seine. Bernard, assis à l'écart, semblait vieilli de 10 ans, son monde effondré. Julien, rappelé d'urgence, arriva le soir, le visage pâle, oscillant entre incrédulité et fureur. « Comment as-tu pu, maman ?» murmura-t-il, les yeux emplis de trahison. Marie-Louise n'avait pas de réponse, seulement un vide immense où résidait autrefois son contrôle. Au commissariat, sous les néons crus, elle fut interrogée longuement, les détails de son passé remontant comme des bulles à la surface. L'article des Ardennes, le frère abandonné, les motivations profondes, tout fut disséqué. Les médias s'emparèrent vite de l'affaire, titrant sur « Le crime domestique qui a secoué la banlieue parisienne ». Mais pour Marie-Louise, c'était une fin personnelle, une capitulation face à l'abîme qu'elle avait creusé. Bernard, dévasté, refusa de la voir, murmurant à Julien « C'est fini. Tout est fini. » La maison de la rue des Lilas, vide maintenant, semblait attendre, ses murs imprégnés d'un silence éternel, témoin d'une famille brisée par les ombres du quotidien. Le 8 août 1998, la maison de la rue des Lilas, autrefois un havre de routine banale, était devenue un théâtre de l'horreur, ses murs résonnant encore des échos d'une vérité trop lourde pour être portée. L'arrestation de Marie-Louise marqua la fin d'un chapitre, mais pas la fin des questions. Les médias, avides de détails, transformèrent l'affaire en un conte macabre, titrant sur « La femme qui cacha sa belle-mère dans le réfrigérateur ». Mais derrière les gros titres se cachait une réalité plus complexe, plus humaine et infiniment plus troublante. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un crime, mais celle d'une famille rongée par les silences, les rancunes et les secrets enfouis. Marie-Louise, dans sa cellule, attendait son procès, le regard vide, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même dans cette cuisine où tout avait basculé. Bernard, brisé, déménagea peu après, incapable de rester dans une maison où chaque coin semblait murmurer le nom de sa mère. Julien, quant à lui, coupa tout contact,
portant seul le poids d'un héritage familial fracturé. Ce crime, qui a secoué la France à l'été 1998, nous force à regarder dans l'abîme de l'esprit humain. Comment une femme ordinaire, une employée de bureau aux manières discrètes, a-t-elle pu franchir une ligne si inconcevable? Était-ce la lente érosion de sa patience, usée par les critiques incessantes d'Élise? Était-ce la peur d'un passé qu'elle avait fui, menaçant de ressurgir? Ou y avait-il, dans l'ombre de cette maison, des dynamiques plus profondes, des complicités tacites, des silences coupables qui ont permis à l'impensable de se produire? L'histoire de Marie-Louise et Élise nous rappelle que le mal ne surgit pas toujours sous la forme d'un monstre évident. Parfois, il grandit dans les interstices du quotidien, dans les mots non dits, dans les blessures qu'on refuse de soigner. Elle nous met face à une vérité dérangeante. Personne n'est à l'abri de l'effondrement, pas même ceux qui semblent mener une vie sans histoire. Et vous, qui avez suivi ce récit jusqu'au bout, vous faites partie d'un cercle restreint, ceux qui ont osé plonger dans cette obscurité pour en extraire une vérité brute. Vous avez vu comment une famille peut se désintégrer sous le poids de ses propres ombres, comment un geste désespéré peut transformer une vie en cauchemar. Bravo pour votre courage, pour avoir choisi de ne pas détourner le regard face à l'inexplicable. Vous êtes désormais des gardiens de cette histoire, des chercheurs de vérité qui refusent de se contenter des réponses faciles. Mais ce voyage ne s'arrête pas ici. Pour que d'autres puissent découvrir ce que vous venez d'apprendre, pour que ces récits sombres continuent d'éclairer les recoins cachés de l'âme humaine, partagez cette vidéo. Laissez un j'aime. Un geste simple qui permet à cette histoire de toucher plus de monde, de réveiller les consciences endormies par la routine. Dans les commentaires, je vous invite à écrire cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En la partageant, vous ne faites pas qu'exprimer une pensée. Vous vous identifiez comme l'un des esprits les plus engagés de notre communauté, ceux qui osent regarder l'horreur en face et en tirer des leçons. Vos mots deviendront un phare pour d'autres, un signe que vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre ce que la société préfère ignorer. Chaque commentaire, chaque partage, construit une communauté unique, unie par la quête de l'inexplicable, par le désir de sonder les profondeurs de ce qui nous rend humains ou inhumains. S'abonner à cette chaîne, c'est comme ouvrir une porte sur un tunnel sombre, où chaque vidéo révèle une nouvelle facette de l'étrange et du sinistre. C'est rejoindre une confrérie d'âmes curieuses, prêtes à affronter les mystères que le monde préfère oublier, comme le réfrigérateur de Marie-Louise, qui cachait des secrets dans son bourdonnement monotone. Nos histoires sont des gardiens de vérités enfouies, attendant d'être découvertes par ceux qui osent regarder. Alors, abonnez-vous, plongez dans nos autres récits, et gardez vivante cette flamme de curiosité pour l'énigmatique, l'inquiétant, l'inavouable. Car dans chaque maison, dans chaque famille, se cache peut-être une histoire qui attend de nous hanter.